Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, ça va être une vidéo assez particulière parce que je vais vraiment vous donner les bases, vraiment les bases de chez base d'un entraînement qui va être bien réussi. C'est-à-dire que souvent, dans ma chaîne, je vous dis, vous voulez être fort? Ok, faites tant et tant de répétitions. Vous voulez être souple? Ok, faites tel exercice. Mais je vous donne rarement les bases sur lesquelles vraiment tout est construit. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça là maintenant. Et en fait, la première base, ça va être celle de la charge. C'est-à-dire que si vous voulez progresser, semaine après semaine, vous devez augmenter la charge. Et je vais vous expliquer plus précisément pourquoi, plus précisément que ce que je fais d'habitude. Alors imaginons si on prend 3 enfants absolument identiques, ok, les mêmes capacités physiques, intellectuelles, vraiment absolument tout. Et on leur donne un entraînement de développé couché, par exemple faire 5 fois 10 répétitions, avec le même poids. Imaginons qu'en faisant ça, ils arrivent tous à faire 60 kg développé couché. Vraiment, pas plus ni moins, tous arrivent à soulever la même charge. Sauf que une fois qu'ils ont réussi cette performance, on va prendre un gosse et lui, on va juste lui laisser cet entraînement-là. Il fera que toujours 5 fois 10 répétitions avec 50 kg par exemple. Il fera que ça. Ce gars, même s'il a réussi à progresser au début, à soulever 60 kg, soulèvera plus jamais plus de 60 kg. Il va plus jamais progresser. Maintenant, on prend un deuxième enfant et on lui dit à la place de faire 5 fois 10 répétitions avec 50 kg, comme tu faisais d'habitude, tu vas faire 4 fois 10 répétitions. Lui, par contre, sa performance va diminuer. Par contre, si on prend le troisième enfant qu'on lui dit, bah écoute, maintenant tu vas faire 5 fois 12 répétitions, lui va continuer de progresser. Du coup, c'est pas parce que vous faites un entraînement, même s'il est intense, semaine après semaine, que vous allez réellement progresser. Si vous n'augmentez pas semaine après semaine votre poids ou l'intensité de vos séances ou vous augmentez l'amplitude de vos étirements, ce genre de choses, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas progresser. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de s'adapter à la même charge, ok? Mais qu'est-ce que c'est une charge? Une charge, ça peut être par exemple un poids. C'est-à-dire que la charge qui va être exercée sur votre corps, si maintenant vous soulevez 30 ou 60 kg, ne sera pas la même. De même, la charge peut être aussi un exercice, c'est-à-dire que la pression qui sera exercée sur votre corps ne sera pas la même si vous faites une traction ou si vous faites maintenant des dips. Ça va pas du tout être la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement, si vous voulez augmenter les charges semaine après semaine, non seulement faut changer le poids, mais il faut aussi changer l'exercice que vous faites. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, les bodybuilders, ils utilisent jamais les mêmes exercices parce que chaque exercice a un certain potentiel de croissance. Au bout d'un moment, faisant les mêmes exercices, ils n'arrivent plus à gagner autant de masse musculaire. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'exercice. Du coup, ça, c'est quelque chose de vraiment important à garder en tête. Cependant, ça nous amène à un problème à gérer. Parce que d'une part, faut pas toujours s'adapter à la même charge, mais d'autre part, votre entraînement doit être spécifique par rapport à votre objectif. Si vous voulez être bon en traction, vous allez faire des tractions, vous n'allez pas faire des dips. Et du coup, c'est là que ça devient compliqué, c'est que d'une part, ça doit être spécifique à l'activité que vous souhaitez travailler, mais d'autre part, ça doit quand même être assez différent parce que sinon votre corps va s'adapter trop rapidement et après vous n'allez plus progresser. Du coup, c'est vraiment jouer sur ces deux choses. Et ça, c'est vraiment très dur à trouver. Et c'est là vraiment qu'on arrive à reconnaître de bons préparateurs physiques. Et un exemple très facile que je peux vous donner en musculation, si par exemple vous faites du développé couché pour travailler vos pecs et vos triceps, une autre manière de travailler ces groupes musculaires va être par exemple de faire des dips. Parce que ça travaille les mêmes groupes musculaires, mais différemment. Du coup, ça, c'est une autre manière de travailler. Mais c'est très facile de dire ça en musculation. Ça devient beaucoup plus dur lorsqu'on va réellement parler de préparateur physique, lorsqu'on voudra faire progresser des athlètes, lorsque vous-même, vous allez vouloir progresser dans votre pratique de mouvement. Là, ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. C'est le principe de charge. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le principe de transfert. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez des marathoniens, à haut niveau, ils ne font pas que courir. Ok? Les marathoniens vont faire du travail technique, ils vont faire du travail de force. C'est-à-dire que les marathoniens, ils vont aller à la salle, ils vont faire du travail de force, très peu de répétitions, plutôt avec des charges élevées. Ils vont aussi mélanger ça de temps en temps, cette fois-ci plus pour un objectif de santé, avec des charges plus légères et faire plus de répétitions, mais ils vont pas faire ça trop de fois pour pas créer de la masse musculaire parce que plus on est lourd, plus ça va être compliqué. Mais du coup, c'est pour vous dire
que si vous voulez être bon dans quelque chose, vous pouvez pas simplement faire cette chose. Si vous voulez être bon en escalade, vous pouvez pas simplement escalader. Si vous voulez être bon en course, vous pouvez pas simplement courir. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres activités dont les compétences vont pouvoir être transférables par rapport à votre activité. Du coup, par rapport aux marathoniens, ça va être notamment le travail technique, savoir bien courir pour avoir une bonne économie de course. On voit plein de vidéos, même d'athlètes professionnels, hein, pas les gens qui courent, mais par exemple de combattants. Et lorsqu'ils vont sprinter, ils vont courir avec les coudes qui vont être en dehors comme ça. Et quelqu'un qui fait du sprint à haut niveau pourrait jamais courir comme ça. Ou quelqu'un qui va courir un marathon ne peut pas se permettre de courir comme un pingouin comme ça parce que c'est pas aérodynamique. Du coup, faut avoir une bonne économie de course. Et avoir une bonne économie de course, ça vient grâce à une bonne technique. Et savoir gérer les blessures, ça vient aussi avec du travail de force. Pouvoir générer plus de force avec ses jambes, sans gain de masse musculaire, ça va permettre aux coureurs de courir plus longtemps et de courir plus rapidement. Donc ça, c'est les choses qu'il faut garder en compte, parce que le travail de force max a un rôle sur l'endurance. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais donc ça vraiment, c'est les choses que vous devez garder en tête. Troisièmement, ce que vous devez garder en tête aussi, c'est le principe de proportion. C'est-à-dire que si maintenant je prends un sprinter, par exemple Usain Bolt, ce qui va être intéressant, par exemple pour Usain Bolt, ça va être de faire comme un certain travail de souplesse, un tout petit peu, pour permettre de ne pas avoir trop de tension non plus, pour pas qu'il y ait de blessures. Cependant, un sprinter gagne énormément à être tendu. C'est-à-dire que c'est cette capacité à être tendu qui va lui permettre d'être aussi plus rapide. C'est-à-dire que si vous faites trop de souplesse, si vous faites faire trop de souplesse à un sprinter, sa performance en sprint va diminuer. Du coup, on a l'impression de dire, ah ok, c'est important de faire la souplesse, c'est important de faire du travail de force, mais pas n'importe quoi. Tout doit être dans les bonnes proportions. Trop de travail de souplesse, ça va être mauvais pour un sprinter. Autre exemple, si maintenant on prend un sprinter, mais cette fois-ci en cyclisme. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais fait du sprint en vélo. Vous lui demandez de faire une performance, vous prenez son temps. Maintenant, vous lui dites de plus jamais aller sur un vélo, et de simplement faire des squats lourds pendant 2 mois. Après 2 mois, vous allez le remettre sur un vélo, sur la même piste, et sa performance va grandement augmenter. C'est-à-dire que avoir gagné énormément de force au niveau des jambes va énormément augmenter sa performance en vélo, en sprint du coup, en cyclisme. Cependant, maintenant, vous prenez un athlète de haut niveau, vous lui dites, tu lâches ton vélo pendant 2 mois, tu vas que faire des squats lourds, sa performance va diminuer. Parce que lui, il a aussi besoin du vélo, il a encore besoin d'autre chose. Lui, il peut pas se permettre de que faire des squats. Cependant, que faire des squats pour un débutant, ça va être suffisant. Du coup, non seulement lorsqu'on fait des exercices, faut se dire, vraiment, lorsque je fais ça, et tel et tel exercice, et sur 3 mois, qu'est-ce qui va réellement se passer sur mon corps? Du coup, se poser ça par rapport à son activité, mais aussi se poser la question, quel est mon niveau? Est-ce que, à mon niveau, je peux réellement profiter de ça? Ou est-ce que c'est peut-être juste un truc de débutant? Ce qui nous ramène au 4e point qui est l'individualité. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose maintenant marche sur un athlète de haut niveau que ça marchera pour vous. Il y a énormément de gens qui testent les entraînements de sportifs de niveau et ça marche pas avec eux. Ils se disent mais comment ça se fait que ça marche pas? Oui, comme je l'avais dit pour le cyclisme, il y a des choses qui marchent avec les sportifs de niveau qui ne marcheront pas avec les débutants. Et n'oubliez pas qu'un sportif de niveau, c'est pas un gars comme vous et moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, réellement. Je veux dire, il a un corps que pas beaucoup de personnes ont. Non pas parce qu'il a travaillé dur, certes il a travaillé dur, mais là je vous parle de génétique. D'un point de vue de génétique, il est exceptionnel. Vous avez beau faire pile le même entraînement que lui, avoir la même volonté que lui, vous n'allez pas être aussi fort que lui. Et de loin, la génétique à très haut niveau, c'est excessivement important. Du coup, c'est pas parce que maintenant Usain Bolt fait cet entraînement en sprint que ça marchera pour vous. Non. Et ça aussi, ça marche par rapport à tous les programmes que vous voyez en ligne. Et chaque personne n'a pas le même nombre de muscles, n'a pas la même insertion au niveau des muscles, au niveau des tendons, ce genre de choses. C'est pas parce que maintenant votre coach vous dit « Ah mais si il fait ce mouvement, tu verras c'est ça qui fera par exemple plus travailler tes pecs. » Non, vous pouvez le sentir. Ça se trouve, si vous faisiez le mouvement un peu différemment, là, vous sentiriez mieux vos pecs. Mais c'est pas parce qu'un bouquin d'anatomie vous dit oui, c'est comme ça, ou parce qu'un coach vous dit oui, c'est comme ça, que c'est réellement comme ça. À vrai dire, c'est vous qui êtes réellement capable de décider. Un livre peut vous donner des idées, un coach
peut vous donner une nouvelle vision de voir les choses. Désolé, on a été coupé, mais du coup, vous savez ce qui est le meilleur pour vous. Maintenant, le 5e point, c'est la récupération. Si vous faites un travail de musculation, la récupération va être plus courte que si vous faites un travail de force. Pourquoi est-ce que vous faites un travail de force? Vous allez travailler avec des charges beaucoup plus importantes, vous allez faire beaucoup moins de répétitions, mais vu que l'intensité est si grande, il faudra une récupération qui est plus grande. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et notre corps a différentes manières de récupérer pour être meilleur par la suite. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de voir les choses. La première, c'est le principe de surcompensation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites votre entraînement, tout de suite après votre entraînement, vous allez être plus faible parce que vous avez généré toute cette énergie que maintenant vous n'avez plus dans votre corps. Du coup, votre corps doit récupérer toutes ces choses. Et dans une semaine, vous allez pouvoir surcompenser, c'est-à-dire que votre corps va réellement tout récupérer, mais un peu plus pour vous permettre de faire un effort plus fort. C'est pour ça que, par exemple, les préparateurs physiques qui croient à la surcompensation, je dis bien qui croient à la surcompensation, ce qu'ils vont faire, c'est que quelques semaines, par exemple, ou une semaine avant la compétition, ils vont baisser le volume d'entraînement. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup moins d'entraînement parce qu'il veut justement que vous puissiez avoir toute la récupération nécessaire pour pouvoir pile surcompenser le mardi dans une semaine. Ok? Bon, désolé. Alors, on a été de nouveau coupé parce que en fait, j'avais pas assez d'espace dans ma carte SD. Du coup, mon téléphone a automatiquement arrêté de filmer et j'ai la flemme de recommencer tout depuis le début. Donc voilà, mais ouais, que j'étais en train de finir de parler de la surcompensation. J'avais dit que du coup certains préparateurs physiques y croient. Moi, ce que je crois, je suis pas le seul à le croire, hein. Pour l'instant, j'ai rencontré aucun très bon préparateur physique qui croit encore à la surcompensation. Ido Portal n'y croit pas, Charles Poliquin n'y croit pas, moi j'y crois pas. Et moi, ce que je pense plutôt, ce que je crois, c'est qu'il y a justement une récupération à 2 facteurs. C'est-à-dire que à la fin d'un exercice, vous allez à la fois avoir des effets positifs et des effets négatifs en même temps, mais qui n'auront pas la même longueur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que du coup, vous allez avoir les effets négatifs, c'est-à-dire augmentation de la fatigue, baisse de la force, logiquement après l'entraînement. Mais vous allez à la fois aussi avoir des effets positifs, justement, qui vont vous rendre plus fort. Cependant, ces effets négatifs vont par exemple durer 3 jours. Sauf que les effets positifs, eux, vont durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont durer 7 jours. C'est-à-dire que vous avez donc une période de 7 jours moins 3 jours, moins les effets négatifs, donc une période de 4 jours où vous allez que avoir les effets positifs et vous allez plus avoir les effets négatifs. Et donc là, ça vous donne la période où vous allez être plus fort. Et c'est pas un truc magique comme quoi, oui, dans une semaine, vous allez être plus fort. Et du coup, pile mardi dans une semaine, vous êtes plus fort. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y aura une certaine période dans laquelle vous allez être plus fort parce que vous n'avez plus cette période négative. Cependant, les 2 périodes étaient là en même temps, mais vu que la période négative est plus courte, vous avez donc une partie du temps où vous n'avez que le droit aux effets positifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que, comme je dis, un préparateur physique, qui va croire justement au phénomène de surcompensation. Lui, comme je l'ai dit, il va simplement réduire le volume des entraînements. C'est-à-dire, si vous entraînez 4 fois par semaine, vous allez que vous entraîner 2 fois par semaine, une semaine avant votre compétition. Moi, qui crois à la récupération en 2 facteurs, avec mes athlètes, je vais pas leur baisser leur volume d'entraînement. C'est-à-dire, s'ils s'entraînaient 4 fois avec moi, par semaine, ils vont rester à 4 entraînements, mais ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'intensité de leurs entraînements. Pourquoi? Parce qu'en baissant l'intensité, je vais baisser cette phase d'effets négatifs et donc avoir une plus longue phase d'effets positifs sur lesquels ils pourront travailler et du coup ça va les aider pour être au top lors de leur compétition. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que si vraiment vous commencez à réfléchir à tout ce que je viens de vous dire, ça va beaucoup vous aider pour planifier vos entraînements et d'avoir des entraînements qui vont réellement être solides, surtout par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire dans le passé sur ma chaîne. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime, parce que ça dit à YouTube, écoute, plein de personnes ont aimé la vidéo, du coup, montre-la à d'autres personnes. Du coup, ça c'est cool pour moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous voulez un programme qui va réellement vous expliquer comment développer toutes vos qualités physiques, qui va reprendre ce que je viens de dire là, mais qui va aller aussi beaucoup plus loin, vous expliquer comment vraiment programmer la force, programmer la souplesse, programmer l'endurance, la coordination, la vitesse, absolument tout. Si vous voulez aussi un programme qui aura un programme sur 3 mois pour vous prendre par la main, vous expliquer quel type d'exercice vous devez faire, tout est sur mon site. Vous pouvez voir les liens qui sont dans la description. Et donc voilà, bon en attendant, passez une journée, bye.